Et donc, mon exposé sera en deux temps. Dans un premier temps, je m'interrogerai sur les origines de ce rite français et la façon dont il est pratiqué, dont il est vécu au XVIIIe siècle. Et puis, dans une deuxième partie, je m'intéresserai plus particulièrement au processus un peu long, comme l'a rappelé Lionel, mais tout à fait intéressant, qui a conduit le Grand Orient de France, dans les premières années de son existence, à fixer un rite. Et donc, on parle de régulateur du maçon parce que ce texte de référence, qui a été voté en 1785, mais qui a été imprimé un peu plus tard, a été publié sous ce nom de régulateur du maçon. Alors, un nom un peu curieux. Et donc, ce régulateur du maçon est pris par les historiens, mais c'est un peu de convention, comme le texte de référence du rite français. Alors, tout d'abord, donc, d'où vient ce rite français ? Alors, l'histoire des rites maçonniques est bien sûr très liée à l'histoire de la franc-maçonnerie elle-même. Et quand on se penche sur l'histoire de la franc-maçonnerie, il y a une date fondatrice qui est 1598. Je parle de la franc-maçonnerie moderne, la franc-maçonnerie spéculative, puisque quand on prend les loges qui existent aujourd'hui, cet endroit où nous sommes aujourd'hui, ou les milliers de loges qu'il y a en France, et qu'on remonte maillon par maillon une chaîne en essayant de la documenter, eh bien le dernier maillon c'est 1598. Avant, il y a forcément quelque chose, mais on rentre dans un tunnel, la nuit des temps, les brumes de l'histoire, et donc en 1598, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, William Shaw, en Écosse, le maître des bâtiments du roi en Écosse, va faire un certain nombre de textes pour les maçons. Et donc la franc-maçonnerie spéculative moderne, elle est le produit de l'évolution d'une société de métier, une société de maçons, mais cette évolution s'est produite en Grande-Bretagne et plus particulièrement en Écosse, et donc les sources du rituel vont aussi se trouver là. Tout au long du XVIIe siècle en Écosse, on trouve des témoignages sur ce que les Écossais appellent le mot du maçon, qui est toujours présenté comme quelque chose d'un peu mystérieux. Par exemple, en 1621, un petit texte nous dit, alors c'est un texte un peu parodique, « Nous sommes frères de la Rose-Croix, nous avons le mot du maçon ». Alors Rose-Croix, c'est un mot qui veut dire ésotérique, mystérieux, initiatique, et donc on associe déjà ce premier usage maçonnique du mot du maçon à quelque chose d'ésotérique. Et finalement, il y a de nombreux témoignages sur ce rite du mot du maçon en Écosse au XVIIIe siècle. On peut dire que c'est une sorte de bizutage à l'issue duquel on révèle au récipiendaire ce fameux mot du maçon. Et voilà ces premiers témoignages du XVIIe siècle dans ce petit pays d'Écosse qui va être l'origine de la maçonnerie spéculative moderne. Pourquoi ? Parce que ces loges, ces groupes de maçons vont recruter des gens qui sont étrangers au métier, ce qui était un usage d'ailleurs classique, mais alors que partout ailleurs c'est un usage marginal, on veut honorer les notables, les gros clients, le maire, le pasteur ou le curé, et donc ils viennent une fois, ils sont reçus, puis ils viennent une fois de temps en temps, mais c'est forcément marginal. Eh bien, en Écosse et puis en Angleterre, selon des modalités d'ailleurs un peu différentes, on va avoir des gens qui sont étrangers au métier et qui vont être de plus en plus nombreux dans ces loges. Alors, je ne m'étends pas sur l'histoire des origines de la franc-maçonnerie, mais l'histoire des rituels, il est lié à cette origine de la franc-maçonnerie. Et donc, quand on s'intéresse aux sources, aux racines les plus anciennes des rituels maçonniques, et en l'occurrence du rite français, on verra comment, il faut aller en Écosse. Alors, ce mot du maçon qui est ésotérique, qui est un peu mystérieux, eh bien, à la fin du XVIIe siècle, on sait un peu ce que c'est, puisque c'est quelque chose de très connu des historiens de la franc-maçonnerie. Un ecclésiastique écossais note dans son journal le mot du maçon dont certains font un mystère. Je ne veux pas cacher le peu que j'en sais. C'est une espèce de tradition rabbinique dans le sens d'un commentaire sur Yakin et Boaz, les deux colonnes érigées dans le temple de Salomon, avec en plus l'adjonction d'un certain signe secret transmis de main à main, au moyen desquels ils se reconnaissent et deviennent familiers entre eux. Alors, pour ceux d'entre vous qui pourraient être maçons dans cette salle, on reconnaît bien sûr quelque chose qui est le nucléus primitif des rites maçonniques et qui, d'une certaine manière, est encore pratiqué aujourd'hui, bien sûr, avec de nombreuses évolutions. Et puis donc, ce mot du maçon dont on... Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand Kirk parle d'une tradition rabbinique,
pour un Européen de la fin du XVIe siècle, rabbinique, ça veut dire cabale, ésotérisme, etc. Et donc il y a toujours cette aura un peu de mystère et un peu initiatique autour de ces premiers usages maçonniques. Et puis on arrive au rituel complet, dont le plus célèbre est celui des archives d'Édimbourg, dit des archives d'Édimbourg, parce que tout simplement il est aux archives d'Édimbourg où il y a été, et donc qui est de 1696, pardon. Et donc ça, c'est la première premier document sur les rituels maçonniques. Et puis donc ces loges de maçons acceptées, elles vont connaître une grande réforme en 1717 ou peut-être en 1721 à Londres. Et donc, eh bien, on va réutiliser ces rituels qu'on va beaucoup enrichir. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que donc la création de la première grande loge de Londres et de Westminster, qui va devenir la grande loge d'Angleterre, on sait un peu son système de grades. On peut le voir, par exemple, dans l'édition des Constitutions qu'elle publie en 1723, puisque on explique qu'il y a 2 grades, et d'ailleurs en 1738, eh bien il y a 3 grades, donc il y a eu un enrichissement, on pourra en dire un mot tout à l'heure. Alors on sait toujours, on a parfois contesté, il y a eu des débats sur la légitimité, la continuité entre cette maçonnerie écossaise du XVIIe siècle et cette nouvelle grande loge, qui est une organisation par beaucoup d'aspects nouvelle, et qui annonce donc la franc-maçonnerie obédientielle moderne, mais il y a eu un souci d'enracinement et de tradition de cette première grande loge. Alors par exemple, en 1721, on va porter de façon très ostensible des règlements médiévaux de maçons, ça montrait symboliquement, on veut dire qu'on se rattache à ça. Et puis, il y a un épisode que j'aime bien citer, parce que souvent les liens de cette grande loge, dite des modernes, on verra pourquoi, avec les plus anciennes traditions maçonniques, sont parfois discutés. En 1721, le principal animateur de cette grande loge, qui est un Français, c'est pour ça que ça a marché d'ailleurs, Jean-Théophile des Aguiliers, va à Édimbourg, et il va voir la plus vieille loge d'Écosse, et donc il y a un compte-rendu, on explique qu'on l'a trouvé régulier sur tous les points de la maçonnerie, en tout cas conforme et connaissant bien les usages de la maçonnerie. Alors, il y a un élément essentiel dans l'histoire du rite français, mais pas que dans l'histoire du rite français d'ailleurs. Je vous ai dit qu'en 1723, les premières constitutions d'Anderson disent que la maçonnerie se fait en 2 grades, et ça c'était tout à fait conforme justement aux anciens usages écossais, apprenti entré et compagnon du métier ou maître. Et un peu plus tard, en 1738, les fameuses constitutions nous expliquent qu'elle est en 3 grades. Donc, il y a un grade qui est apparu, il y a eu un enrichissement. Alors, on n'a pas fait juste un grade, on a aussi enrichi la matière symbolique. Et on connaît un peu la nature de cet enrichissement, et c'est le premier point très important quand on s'intéresse à l'histoire du rite français. En 1730, à Londres, est publié ce que les Anglais appellent une exposure et que nous appelons une divulgation, donc un livre qui révèle les usages secrets des maçons, qui s'appelle Masonry Dissected, donc la maçonnerie disséquée ou examinée, et qui présente un système de 3 grades avec des instructions assez complètes. Et donc, c'est le rituel de la maçonnerie spéculative moderne telle que nous la connaissons aujourd'hui, dans sa première, le premier témoignage de ce rituel. Et c'est ce système-là qui va arriver à Paris dans les années entre 1725 et 1730, ou un peu après. Et donc, c'est ce système de cette première grande loge qui s'installe à Londres entre 1717 et 1721. Et pourquoi j'insiste là-dessus, c'est que par la suite, il y aura une autre grande loge qui va s'appeler la grande loge des anciens, bien qu'elle soit postérieure. Et en fait, tous les rituels maçonniques pour les grades symboliques relèvent de l'une ou l'autre famille. Les modernes, ceux de 1717 ou ceux de 1721, et les anciens, ceux de 1751. Et donc, en France, ce qui va arriver, c'est la première greffe, et c'est donc les modernes qui vont arriver en France dans les années 1725, 1730. Alors en fait, c'est un peu compliqué, parce que si c'est arrivé en 1725, a priori, c'est déjà le système en 2 grades, mais en tout cas, ça passe très vite en 3 grades. Et la première loge en France, d'ailleurs, elle pose des tas de problèmes, parce qu'a priori, la maçonnerie vient de Grande-Bretagne, mais d'où venaient les 3 hommes dont on sait qu'ils fondent cette loge, au milieu des années 1720, dans les années 1720,
Un historien, en général bien informé, mais qui malheureusement ne donne pas ses sources, explique que la loge a été créée le 12 juin 1726. Cette première loge, elle est créée par 3 Britanniques qui s'appellent Maclean, Derwentwater et Degerty. Et donc, et ces 3 Britanniques, ils ont une caractéristique, c'est que ce sont des partisans de la dynastie déchue des Stuarts, et donc des Jacobites, des partisans des rois Jacques, et donc des Jacobites. Et c'est assez singulier de voir cette première loge en France qui est liée au courant jacobite, alors que la première grande loge en 1721, elle est plutôt liée aux Hanovriens, donc la dynastie qui s'est installée plus récemment, et que la première grande loge, d'ailleurs, va être un outil de son enracinement. Alors c'est aussi une des difficultés qui va être un objet de débat pour les historiens des rites et des rites français. Elle dure assez longtemps d'ailleurs cette première loge parisienne, parce que en 1736 il y a un gazetin, on dirait un journaliste aujourd'hui, qui expose une grande cérémonie qu'elle tient. Et puis d'autres loges vont apparaître à Paris. Alors, est-ce que c'est par des frères qui avaient été initiés par cette première loge? Est-ce que c'est par des frères qui avaient été reçus en Angleterre ou qui avaient été reçus par d'autres Anglais? Tout ça est assez obscur. Et on peut dire en tout cas qu'il y a une loge qui est constituée, qui demande une patente à la Grande Loge d'Angleterre, donc celle des modernes, qui s'appelle Au Louis d'Argent. Et puis, dans les années 1730, il y a la création de 2 loges où on trouve des Britanniques ou des Britanniques d'adoption très actifs, la loge Custos-Villeroi et la loge Bussy-Aumont. Et alors, la grande question, c'est que pratiquaient ces loges? Alors, il y a quelques manuscrits anciens de rituels maçonniques qui sont datés. Mais d'abord, on ne sait jamais si la date n'a pas été ajoutée un peu après, si la date est fiable. Souvent, c'est une note comme ça. Voilà, alors il peut y avoir le filigrane, mais le filigrane, on peut utiliser surtout au XVIIIe siècle un papier 20 ans après sa fabrication. Et donc, tout ça, les manuscrits ne sont pas d'une grande aide. Et donc, on s'en tient à d'autres documents dont la date est plus fiable, qui sont les divulgations, mais ce coup-ci les divulgations françaises, parce que un peu comme en Angleterre, en France, dès la fin des années 1730 et surtout dans les années 1740, il va y avoir plein de petits ouvrages qui se moquent de la maçonnerie, mais j'allais dire gentiment, on n'est pas dans l'antimaçonnisme qui dit que c'est le complot, que c'est terrible, etc. C'est sur le mode, on va vous en raconter une bien bonne, on va vous dire ce que les francs-maçons font dans leur loge. Alors les titres sont explicites: le secret des francs-maçons, le catéchisme des francs-maçons, l'ordre des francs-maçons trahis, le sceau rompu. Et donc tous ces textes apparaissent au milieu des années 1740. Et il y a une chose qui frappe tout de suite quand on les lit, c'est que ce sont à peu près des traductions françaises de la maçonnerie disséquée de Pritchard. Et donc ça veut dire que les mouvements et les transhumances qu'on pouvait repérer par les hommes, eh bien les textes ont suivi les mêmes. La première maçonnerie française, elle pratique le rituel de la première grande loge dite des modernes, c'est donc celle créée à Londres dans les années 1720. Donc on peut dire que le rite pratiqué en France, qui va devenir à la fin du XVIIIe siècle et surtout au début du XIXe, le rite français, c'est avant tout une adaptation française et même une traduction des rituels anglais. Alors il y a très peu d'ajouts, on peut en évoquer quelques-uns, on le fera tout à l'heure. Il y a quand même 2 points à mettre à mon avis en lumière, c'est que si les rituels sont importés d'Angleterre, il y a quand même deux éléments qui sont à mon avis spécifiques à la France et qui vont donner d'ailleurs un peu sa personnalité à ce rite des Français qui devient le rite français. La première, c'est l'idée d'initiation. Très tôt en France, quand la maçonnerie arrive, on l'associe à l'idée d'initiation. Le XVIIe siècle s'était passionné pour les textes de l'Antiquité tardive sur Isis, Osiris, les mystères d'Éleusis, etc. Tous ces textes sont publiés, et donc on fait tout de suite le parallèle entre ces rituels maçonniques où on est dans les ténèbres, on vous donne la lumière, il y a des rites, il y a des voyages,
avec ces mystères de l'Antiquité, tels que les rapportent Plutarque ou Apulée, ou un certain nombre d'auteurs dans l'Antiquité tardive. Donc il y a cette idée d'initiation. Alors ça a été discuté. Aujourd'hui, je crois qu'on peut dire de façon incontestable que cette idée, elle est présente dès les débuts de la maçonnerie française. Elle est même présente dans le premier texte maçonnique français, les devoirs enjoints aux francs-maçons, qui sont une traduction des constitutions d'Anderson, manuscrites, faites, semble-t-il, par Roegerty en 1735. Et c'est l'initiation telle qu'on l'entend aujourd'hui. C'est-à-dire, certes, on peut s'initier aux mathématiques, mais le sens premier, c'est un sens religieux, c'est un sens qui fait référence au mystère de l'Antiquité. Et donc, ça, c'est le premier point. Et puis, il y a un deuxième point qui va être discuté dans ces loges et qui va orienter, donner une sorte de couleur à ce rite pratiqué en France, le futur rite français, c'est l'idée de chevalerie. Alors, on a plusieurs témoignages de ça, dont un qui est très court mais passionnant et qu'il faut analyser. Dans ces premières loges françaises, à un moment, le gouvernement, alors on a dit ça déplaît au roi. En fait, le roi s'en fichait complètement. Louis XV était d'ailleurs probablement maçon, ou l'avait été, mais on est dans une monarchie absolue, donc le roi ne gouverne pas. Le roi règne. Ce qui gouverne, c'est le Premier ministre, le principal ministre, le cardinal Fleury. Et le cardinal Fleury, il y a quelque chose qui le réveille la nuit, c'est le jansénisme. Et il a peur que la franc-maçonnerie soit une nouvelle tête de l'hydre janséniste, et donc il va interdire les loges pendant pas très longtemps, et ça n'aura pas un grand effet, mais on fait une descente de police et on saisit les papiers de la loge Custos-Villeroy, qui sont les plus anciens documents maçonniques français, qui sont à la Bibliothèque nationale, que certains d'entre vous ont pu peut-être voir en vrai dans l'exposition que nous avons faite il y a 2 ans. Et dans ce livre d'architecture qui est très sommaire, très succinct comme les livres d'architecture de cette époque, Custos, le vénérable maître, se plaint justement de la première loge, la loge de Wrentwater, cette loge de Jacobites, et dit que dans cette loge on porte l'épée. Et il ajoute, c'est une innovation regrettable, parce que la maçonnerie n'est pas un ordre de chevalerie, mais un ordre de société. Et ça veut dire que dans cette loge, cette première loge française, il y avait donc cette dimension un peu chevaleresque qui va marquer le rite français et qui est un apport de cette loge jacobite. Alors, on a souvent cité cet extrait pour justement en faire une des premières attestations des liens entre chevalerie et maçonnerie en France. Mais on oublie de regarder les lignes qui suivent, et c'est très intéressant pour nous, parce que dans les lignes qui suivent, on s'aperçoit qu'à part cette idée de porter l'épée, eh bien, Custos ne fait pas d'autres critiques. Donc il considère que la loge des Jacobites de 1726 pratique le même rite que lui. Donc ça, c'est le premier point. Et c'est particulièrement passionnant parce que Custos avait une grande habitude de la maçonnerie anglaise. Les frères, on le voit dans le registre, s'honorent de l'avoir comme vénérable en disant qu'il a été vénérable de 5 loges en Angleterre. Alors ça veut dire quoi pour le faire court? Ça veut dire quelqu'un qui avait beaucoup pratiqué la maçonnerie en Angleterre, qui avait été vénérable de 5 loges, il vient en France, il pratique naturellement la même chose, et il considère que la première loge française, cette loge indiscutablement liée au courant jacobite, eh bien elle pratique le même rituel que lui. Et donc, ça montre que les hypothèses qu'on a pu faire sur l'idée qu'il y avait des rituels différents selon les sensibilités des Britanniques, qu'ils aient été hanovriens ou jacobites. Il y avait de grosses différences, mais c'était des différences politiques, des différences idéologiques, mais ce n'étaient pas des différences rituelles. Et on découvre donc que, finalement, sur ce plan-là, ces loges n'étaient pas très différentes, et c'est ce que nous dit Custos quand on lit bien ce qu'il nous raconte. Alors voilà, donc c'est là le rite de la première grande loge que l'on connaît par la maçonnerie disséquée, et ce rite de la première grande loge, c'est ce que pratiquent tous les maçons français en l'ayant enrichi en quelque sorte, je dirais, d'une atmosphère initiatique et puis de cette idée chevaleresque qui va être très importante dans la maçonnerie française. Alors, l'autre point, c'est que des divulgations, il y en a eu dans les années 1740, mais il y en a eu beaucoup après. Et c'est toujours les mêmes textes. Alors, c'est pas exactement le même texte, mais c'est toujours la maçonnerie disséquée. Quand vous prenez d'un côté la maçonnerie disséquée, les premières divulgations françaises et tout ce qu'on peut avoir comme documents imprimés ou écrits, grosso modo, c'est à peu près la même chose. Alors, pour le moment, on est dans la divulgation. Donc la divulgation, c'est de l'extérieur. Alors, ça peut être des anciens maçons, on a dit ça de Pritchard, certains sont très bien informés, mais il y a quand même eu au XVIIIe siècle, bien avant le régulateur du maçon, deux grands textes imprimés, émanant de milieux maçonniques, donc à qui on peut accorder plus de légitimité en quelque sorte.
Alors il y a premièrement une histoire abracadabrante et extraordinaire qui est l'histoire du frère Pincemaille. Le frère Pincemaille a été vénérable d'une loge à Metz en 1763 et probablement pour arrondir ses fins de mois, mais on n'en est pas bien sûr, il a publié des petits livrets qui sont les instructions des différents grades, et notamment des 3 premiers grades symboliques, et ça a suscité un immense émoi dans la maçonnerie, non seulement à Metz, mais dans la Grande Loge. Il a eu un procès maçonnique, etc. Et cet émoi témoigne bien de la réalité, de la validité des informations qu'il donne dans son livre, qui s'appelle, c'est un très beau titre, « Conversation allégorique avec la sagesse ». Et donc, alors, toute cette histoire du frère Pincemaille est passionnante à la fois par le contenu qui valide et qui montre que finalement, bon, on sait très bien ce qu'était le rite français au XVIIIe siècle, et puis il y a toute une histoire de procès qui relève de l'histoire de la librairie, de la bibliophilie, etc. Alors la Grande Loge condamne à ce que les exemplaires soient pilonnés, et puis après on apprend que le gars qui pilonnait les exemplaires était maçon, on avait retiré quelques-uns et les distribuait à ses copains, enfin ça, c'est toute une histoire abracadabrante. Mais il y a aussi avant la Révolution, il est souvent oublié, un rituel officiel du rite des Français, donc du rite français. Et ce rituel officiel, il est publié au début des années 1770, probablement par une des factions de la Première Grande Loge. Alors, la Première Grande Loge est dans une époque de crise et elle s'est divisée, et chaque faction prétend être la Grande Loge, et l'une de ces factions, probablement au début des années 1770, juste avant la formation du Grand Orient, va publier un rituel pour les 3 grades qui s'appelle le corps complet de maçonnerie, et qui est une sorte de rituel officiel. Et là encore, alors c'est encore plus intéressant parce que là, il n'est pas contesté. Alors il y avait des tas de procédures pour pas qu'on puisse le donner ou le transmettre, etc. Et quand on lit le corps complet de maçonnerie, eh bien là encore, c'est une version française du rituel des modernes, donc de la Première Grande Loge. Alors, avant de passer à ce qui est notre sujet en focalisant plus, donc le régulateur du maçon, avant de rentrer dans le processus de fixation du régulateur du maçon, qu'est-ce qu'on peut dire de ces variants, enfin de ce rite français du XVIIIe siècle? Alors la première chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a une unité profonde, c'est-à-dire que c'est le même message symbolique, les rituels sont très proches, etc. Mais on peut aussi dire qu'il y a dès le XVIIIe siècle des variantes sur la sensibilité, c'est-à-dire il y a par exemple des variantes du rite français où on a renforcé le côté religieux. Par exemple, dans des différents dialogues de l'instruction, on a ajouté les versets bibliques qui les ont inspirés, qui sont évidents déjà aujourd'hui, mais a fortiori pour un homme du XVIIIe siècle, mais on a voulu insister en les rattachant à tel ou tel passage de la Bible. Au contraire, il y a des variantes qui sont très sécularisées, où on ne fait presque aucune allusion religieuse. Il y a des variantes relativement sobres. Il y a des variantes enrichies. Il y a un texte où on met les armoiries du vénérable maître devant c'est très bien, devant le plateau. Et puis il y a tout des tas de processions pour ouvrir la loge. Mais donc, à partir de cette structure et de ce noyau du rite français venu d'Angleterre, il y aura donc ces différentes variantes. Alors, c'est bien l'existence de toutes ces variantes qui est à l'origine de notre histoire, et qui est donc l'histoire du régulateur du maçon. Alors, le régulateur du maçon, elle est très liée à l'histoire de la franc-maçonnerie de cette époque, en l'occurrence à l'histoire du Grand Orient de France, puisque c'est un texte qui est fixé par le Grand Orient dans les années 1780. Alors, un mot sur la formation du Grand Orient. Donc, la première Grande Loge, si vous voulez, à partir de 1726, 1730, 1740, Lionel a cité quelques chiffres, les loges vont se multiplier en France, mais souvent elles se constituent les unes les autres. Et le jour où des Parisiens vont leur envoyer un mot en leur disant « On est la Grande Loge, vous nous devez tant et vous nous devez soumission et obéissance », naturellement, les gars n'ont pas marché. Et il y a toujours ce texte qu'aimait à citer mon maître René Guilly, où les Lyonnais correspondaient avec les Parisiens, et sur l'enveloppe, il y a marqué « À la Grande Loge des Maîtres de Paris, virgule, dite de France ». Ça montre toute l'estime qu'avaient les Lyonnais pour l'autorité parisienne. Donc la Grande Loge, elle n'arrive pas à établir son autorité, elle va connaître des tas de réformes. Alors une réforme en 1745, une en 1760, une en 1765, et puis finalement, elle n'arrive tellement pas à se réformer, à se structurer, qu'elle va fermer ses travaux, mais pas la maçonnerie, les loges vont continuer à exister, mais la Grande Loge sera un peu en sommeil. Et en 1771, le grand maître emblématique du XVIIIe siècle, le comte de Clermont,
qui a été grand maître pendant 23 ans, ça en fait rêver certains. Grand maître pendant 23 ans, il meurt. Et donc, un certain nombre de maçons vont se dire que c'est l'occasion de faire une profonde réforme de la première Grande Loge. Et parmi ces maçons, il y a un maçon passionné qui est Charles de Montmorency-Luxembourg, qui est un grand nom du royaume, mais qui est passionné de maçonnerie, et qui va initier et organiser une réforme de la première Grande Loge, qui va être sur plusieurs principes. D'abord, la représentation de tout le monde, c'est-à-dire qu'il va dire il faut aussi que les loges de province soient représentées, donc représentation de tout le monde, et élection à tous les offices. Et donc, c'est les deux principes fondateurs du Grand Orient et qui sont encore ces principes aujourd'hui. Et donc, la première Grande Loge va connaître un certain nombre d'assemblées et va faire cette profonde réforme. Et du coup, on va changer le nom, mais il y a une continuité complète entre la première Grande Loge et le Grand Orient de France. Alors, sous d'autres cieux, je dirais, c'est comme quand on passe de la SFIO au Parti Socialiste. Ici, je dirais plutôt, c'est quand on passe de l'UMP aux Républicains. Voilà, c'est une formule allégorique pour montrer que c'est la même structure, mais qui change de nom. Voilà. Alors, le Grand Orient de France va quand même très vite essayer de structurer la maçonnerie française, et il va finalement créer ce qu'est une obédience moderne. C'est-à-dire que les obédiences telles qu'on les connaît aujourd'hui, on demande une patente, il y a un échange, on reçoit des circulaires, on envoie des tableaux, etc. Eh bien, c'est le Grand Orient qui crée ça en 1773. Il crée quelque chose dont les frères se plaignent, les frères et les sœurs se plaignent parfois aujourd'hui, mais qui est la providence des historiens. Il crée la bureaucratie maçonnique. La bureaucratie maçonnique. Et donc, il faut tout administrer, il faut que tout ait des règlements, des fiches, etc. Et un jour se pose la question des rituels. Et donc, après avoir, par exemple, il crée un diplôme, il fait des circulaires, il échange, c'est-à-dire c'est la première structure la première Grande Loge, dans le meilleur des cas, quand on connaissait son autorité, on faisait une loge, on lui demandait une patente, elle demandait un peu de sous, elle envoyait la patente, et en général, ça s'arrêtait là. Le Grand Orient va demander aux loges d'envoyer un tableau des frères, un tableau des officiers, etc. Va envoyer des circulaires en disant dans tel cas il faut faire ça, et donc va créer vraiment des échanges permanents entre le centre et la périphérie, et va donc créer l'obédience au sens moderne du terme, tel que nous la connaissons aujourd'hui. Et à un moment va se poser la question des rituels, et cette question des rituels, elle se pose très vite, puisque vous voyez, le Grand Orient se forme, la réforme dont je parlais, elle va de mars à septembre 1773, et le 27 décembre 1773, l'Assemblée du Grand Orient se dit qu'il faudrait un peu s'occuper des rituels et crée une commission. Vous voyez en quoi c'est moderne, il y a un problème, on crée une commission, et donc elle crée la commission des rituels sous les meilleurs auspices, puisqu'elle a des membres très prestigieux, le baron de Toussaint, qui est le secrétaire général du Grand Orient, le russe Stroganov, et puis Bacon de la Chevalerie, qui est un maçon très ancien et considéré comme une personnalité du monde maçonnique. Mais cette commission des grades, puisque tel est son nom, elle ne va pas avoir une très grande... Alors, vous allez dire, il y a beaucoup de commissions qui sont comme ça, on crée la commission, puis après, il n'en sort pas forcément grand-chose, mais enfin, en l'occurrence, c'est ce qui se passe. Et donc, on reparle de la commission un peu plus tard, en 76, parce que, alors c'est pas pour une question de grade, c'est parce que le baron de Toussaint a fait un truc qui plaît pas aux autres dignitaires du Grand Orient, donc on l'a démissionné de la commission, donc il faut nommer un autre, et du coup on se dit, il faudrait que cette commission travaille, et on nomme des membres très éminents, le docteur Guillotin, très important dignitaire du Grand Orient, le chanoine Pingré, le créateur de la bibliothèque Sainte-Geneviève, et puis Savalette de Lange, le fameux Savalette de Lange, des Amis réunis, des Philalètes, et on se dit, avec de tels maçons savants, la commission va progresser, mais, eh bien, elle ne fait toujours rien. Et donc, elle est vraiment une commission essentielle, elle siège, mais elle ne fait pas grand-chose. Et finalement, en 1781, à la demande des loges d'ailleurs, et c'est ça qui est assez curieux, finalement, le Grand Orient était très soucieux d'organiser l'administration, les capitations, les règlements, etc. Mais le rituel, finalement, une tradition, chacun avait son rituel et faisait un peu ce qu'il voulait. Mais donc, c'est les loges qui vont demander un texte de référence. Et on a quelques courriers où, dans une langue très 18e, les frères disent « il faut trouver une solution pour que nous ayons des rituels moins bigarrés ». Alors, on explique qu'on va dans une loge, et puis dans une autre, c'est un peu différent, etc. Voilà, il y avait des variantes. Et donc, la mission de la commission n'a pas beaucoup abouti,
Et finalement, le Grand Compte-Orient se dit c'est un problème important. Le compte-rendu dit la rédaction des grades exige de grandes lumières. Et c'est vrai. Et donc, la rédaction des grades exigeant de grandes lumières, il faut rassembler les lumières du Grand Orient, et c'est donc confié à l'Assemblée des trois chambres réunies, qui va commencer le 9 février 1781 à une série de travaux. Alors, le premier à faire un rituel, à proposer un texte, c'est l'astronome Lalande, qui est aussi membre de la commission, qui est un des membres de la commission et qui est un personnage important des premières années du Grand Orient, Jérôme de Lalande, l'animateur de la célèbre loge des Neuf Sœurs. Donc, il va être très actif au début. Et cette assemblée des trois chambres réunies, alors, le problème des procès-verbaux du XVIIIe siècle, c'est qu'ils sont très sommaires, mais il y a quand même des éléments. Là, il y a plusieurs éléments, par exemple, ils discutent de l'obligation. Et finalement, c'est cette assemblée des trois chambres réunies qui, dans l'assemblée, va créer une formule de l'obligation qui est un peu la matrice des différentes obligations qu'on peut prêter aujourd'hui dans les différentes obédiences. La deuxième chose que va créer cette assemblée des trois chambres réunies, c'est les questions que l'on pose aux profanes avant l'initiation. Alors, c'est des questions essentiellement morales et sociales, et là encore, elles ont un peu évolué, mais elles n'ont pas beaucoup changé. Donc, c'est vraiment des choses importantes qui se passent dans cette année de 1781. Et puis, dernier point qui va être fixé par cette assemblée des trois chambres réunies, les maximes du cabinet de réflexion, qui n'ont pas changé non plus depuis. Et donc, voilà, elles sont rédigées par une petite équipe en 1781. Et alors, on vous dit assemblée des trois chambres réunies, le Grand Orient de France avec le comte de Machin, le duc de Truc, etc. Vous dites une assemblée auguste. Eh bien, alors la première réunion de l'assemblée des trois chambres réunies, ils sont 35. La deuxième, ils sont 17. Et la troisième et les suivantes, ils sont 10. Remarquez, pour travailler, c'est pas plus mal. Mais donc, c'est une petite équipe qui fait ce travail sur les rituels. Et dans cette petite équipe, alors les frères les plus actifs, c'est le frère Millon, le frère Salivet, qui sont des officiers du Grand Orient, des officiers, c'est-à-dire des élus, des responsables, des membres des différentes chambres. Et le 25 janvier 1782, on voit arriver dans cette assemblée des trois chambres réunies un jeune nouveau dignitaire qui lui représente la chambre des provinces, hein, c'est les trois chambres réunies, qui s'appelle Alexandre Retier de Montalot. Alors il est très actif dans la fin de cette assemblée des trois chambres réunies, et alors, pour une raison mystérieuse, en tout cas sur lequel l'historien n'a pas de lumière aujourd'hui, c'est que en avril 1782, l'assemblée des trois chambres réunies dit, ben voilà, nous on a fini notre travail, on va transmettre ça à la chambre des grades. Parce que alors, le Grand Orient, pour comprendre le Grand Orient au XVIIIe siècle, au XVIIIe siècle et jusqu'à la moitié du XIXe siècle, c'est très très compliqué. Si on veut comprendre, il faut essayer de se rappeler ses cours d'histoire et comment fonctionnait un parlement sous l'Ancien Régime. C'est une série de chambres. Leurs responsabilités réciproques ne sont jamais très bien définies. Enfin, il y a un thème principal, mais les frontières sont assez souples. Et donc, le Grand Orient a une série de chambres qui prennent des décisions. La chambre d'à côté en prend une autre, et puis il y a une sorte de négociation. Enfin, c'est très compliqué. Et alors, par exemple, ça illustre notre propos, puisque l'Assemblée des trois chambres réunies transmet ça à la Chambre des grades. Mais le problème, c'est que la Chambre des grades, son rôle, c'était de travailler sur les hauts grades. C'était dans sa lettre de mission. Et donc, elle va se retrouver avec l'histoire des grades symboliques, alors que c'était pas dans sa mission officielle. Et donc, entre le 23 avril 82 et janvier 1784, eh bien, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, il y a donc ce travail de la Chambre des grades, avec un rôle de plus en plus actif pour Retier de Montalot, Alexandre Retier de Montalot, donc il fait partie maintenant de la petite équipe. Alors, même chose, chambre des grades, quand on installe la chambre, ils sont une vingtaine, et puis en fait, dans les réunions de travail, ils sont 10 et parfois moins. Et puis, c'est intéressant parce que l'historien voit ça de procès-verbal en procès-verbal. Retier, avec beaucoup de gentillesse, est très ouvert. Chacun donne son point de vue, sa contribution, sa remarque. Mais c'est lui qui ramasse les papiers à la fin et c'est lui qui fait la version finale. Et donc, finalement, ce qu'on peut dire, c'est que ces textes qui vont se constituer peu à peu, eh bien, ils sont vraiment l'œuvre d'Alexandre-Louis Retier de Montalot, puisque, même si c'est un processus collectif, il y joue un rôle essentiel.
Alors, on est habitué à ça quand on se penche sur le Grand Orient du XVIIIe siècle. La Chambre des grades fait tout un travail, et puis un jour, donc au bout de 2 ans, on dit ça serait bien de passer ça à l'Assemblée des 3 chambres réunies, donc celle qui lui avait passé le travail. Et donc, on lui repasse le travail, on relit tout. Comme les maçons sont très intelligents, ils ont des nouvelles idées, donc on remet ça sur le chantier, etc., etc. Et puis quand même, l'Assemblée du Grand Orient leur signale en janvier 1785 qu'il serait important de finir la rédaction des grades symboliques, parce qu'ils recevaient des lettres de loge qui disaient, ben alors, où s'en est la rédaction des grades? Et le Grand Orient répondait ce que répondent les obédiences, ne vous inquiétez pas, c'est fait, vous le recevrez incessamment sous peu, et naturellement, rien n'était voté, rien n'était prêt, etc. À tel point d'ailleurs qu'il y a une remarque assez savoureuse d'un maçon qui connaissait bien son affaire, quelqu'un qu'on croise dans tous les milieux maçonniques au XVIIIe siècle, le frère de chef de bien, Equus Capite Galeato, qui était partout, y compris au Grand Orient, et qui au convent des Philalettes dit la chose suivante, je cite, « Le Grand Orient de France ressemble à Crébillon père, composant depuis 20 ans une tragédie dont son fils disait « Il l'a faite, il l'a fait, il la fera toujours ». Bon, enfin, il faut quand même s'arrêter un jour, et finalement, les textes sont votés, proposés et votés, le grade d'apprenti le 15 juillet 1785, le grade de compagnon le 29 juillet 1785, et le grade de maître le 12 août 1785. Alors, quand on regarde ce texte, quelles sont ses principales caractéristiques? Alors d'abord, c'est qu'il est très fidèle aux usages de l'époque, c'est vraiment une fixation. Et alors on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ces 12 ans? Alors finalement, ils n'ont pas tellement discuté du rituel, ils ont pris une rédaction, mais ils ont surtout discuté de... Quand un profane se présente, est-ce qu'il faut les 3/4 des boules ou les 2/3 pour l'admettre? Quand ceci, c'est surtout des trucs administratifs, c'est des procédures autour du rituel, moins que le rituel lui-même. Enfin, ils ont quand même fixé un texte. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est la nature de ce texte, qui est finalement un texte assez sécularisé. C'est-à-dire que je vous disais, par exemple, que le corps complet de maçonnerie avait une coloration fortement religieuse. Le régulateur du maçon, c'est le même enseignement symbolique, mais on a supprimé toutes les références bibliques. Elles sont ostensibles, elles ont pas, enfin, on n'a pas supprimé les références, on a supprimé leur caractère ostensible. Par exemple, dans la formule classique, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira, etc., etc., dans le corps complet, on dit, selon la formule des Saintes Écritures, etc., dans le régulateur du maçon, on se contente de donner la formule, et on ne fait pas de référence aux Saintes Écritures, et il y aurait 10 exemples comme ça. Alors, il y a des éléments qui vont vraiment être structurants pour la maçonnerie française, le cabinet de réflexion, les maximes, le testament philosophique, etc. Vous voyez, qui sont des autour du rituel, mais qui, ça, sont des éléments du régulateur. Le régulateur a aussi quelques formules heureuses qui vont devenir, je n'ose pas dire des dogmes maçonniques, mais en tout cas des thèmes très importants, comme l'idée de réunir ce qui est épars. La première fois qu'on le trouve, c'est dans le grade de maître du régulateur du maçon. Et puis, il y a aussi un apport très important du régulateur, c'est pour le grade de compagnon. Le grade de compagnon était un grade intermédiaire, avait été un peu vidé de sa substance, et donc on faisait 5 tours, et puis ça s'arrêtait à peu près là. Et donc le régulateur du maçon va lui redonner un ancrage opératif, alors qui est symbolique, qui redonne avec, alors je ne vais pas révéler de secret terrible, mais on revalorise la maçonnerie opérative, il y a un truc autour des outils, le maçon est un ouvrier qui voyage, etc. Et tout ça, c'est du néo-opérativisme, en fait, qui sont réintroduits dans le rituel maçonnique par les auteurs du régulateur, Retier de Montalot à ses amis, qui étaient des lecteurs de l'encyclopédie et donc qui étaient intéressés par les arts libéraux et toutes ces choses-là. Voilà. Donc ce texte du régulateur, il est à la fois fidèle vraiment aux usages du rite français du XVIIIe siècle, donc très proche de ces sources anglaises des modernes. Il est néanmoins un peu sécularisé, il apporte des éléments qui vont rester, les maximes, le testament philosophique, quelques belles formules, et voilà. Alors une fois qu'on a fait un texte, c'est très bien, mais c'était un texte pour les loges. Alors la question, c'est comment diffuser ce texte, Et alors, vous allez me dire, ça n'a pas un grand intérêt en soi, eh bien si. Parce qu'en fait, toutes ces discussions autour de la façon de diffuser le texte, c'est très révélateur de la conception du rituel et finalement de l'idée que la maçonnerie avait les dignitaires du Grand Orient. Alors, ils vont consacrer beaucoup de temps à savoir comment diffuser le rituel. Alors, il y en a qui disent, il faut l'imprimer. Et il y en a d'autres qui disent, comment imprimer un rituel?
mais c'est abominable, on ne peut pas. Et il va y avoir donc, ça va être l'occasion d'échanges passionnants que je résume avec cette citation qui m'est chère du frère d'Aubtin, un des grands officiers du Grand Orient, qui, dans cette discussion, s'éclame à un moment, dit la chose suivante: le Grand Orient peut-il faire imprimer un ouvrage qui n'est pas de lui, qui lui a été transmis d'âge en âge par la tradition, un bien commun enfin, qui ne doit point être altéré et qu'il doit transmettre à ses successeurs dans le même état et de la même manière qu'il l'a reçu. Alors vous voyez, on est bien dans ce que je vous disais, une fidélité vraiment aux usages, etc. Et le frère d'Aubtin conclut: l'impression porte le caractère de la publicité, le manuscrit au contraire, celui du mystère et du secret. Et donc c'est pour des raisons initiatiques que le Grand Orient va finalement décider de ne pas imprimer son rituel, mais de le diffuser sous forme de copie manuscrite. Alors, on est tellement omnubilé par l'idée que le secret puisse être trahi, volé, etc., qu'on va mettre au point une procédure efficace, mais alors d'une complication et d'un prix, voilà, parce que donc c'est une série de cahiers, on n'envoie pas les cahiers en même temps, et ils sont recopiés à la main. Alors, c'est compliqué, on perd les cahiers. Alors d'ailleurs, les ensembles complets sont très très rares. Aujourd'hui, on en connaît un, c'est le fameux rituel de la chaîne d'union, où là, il y a l'ensemble des cahiers. Mais sinon, on connaît beaucoup de cahiers du régulateur du maçon, manuscrits des cahiers du XVIIIe siècle. Alors, un coup, il y a le cahier du second surveillant de tel grade, donc il y a une grande dispersion. Donc ça a été efficace, finalement, de faire ces cahiers. Et puis le problème des choses manuscrites, c'est que, en fait... il y a des frères qui le recopiaient, mais il y en a d'autres qui missionnaient des copistes. C'était la photocopie de l'époque. Il y a des gens dont c'était le métier. Rousseau, ça a été son métier. On recopie des choses. Et donc, c'est cher. Donc, voilà. Le régulateur du maçon, il est fixé en 1785. Il commence à se diffuser aux loges à partir des années 85-86, sous forme de copie manuscrite. Mais arrive la Révolution, les travaux maçonniques sont suspendus, et tout est repris à partir de 1795, vraiment le petit noyau initial, et la maçonnerie repart vraiment en 1800. Et les loges se réveillent, donc il faut beaucoup de rituels pour qu'elles puissent travailler. Beaucoup de gens ont eu peur, ont détruit des papiers, les rituels, etc. Et donc, le Grand Orient s'en tient à sa doctrine. Le manuscrit conserve le caractère du mystère et du secret, donc tout doit être sous forme de manuscrit. Et bon, c'était quand même tentant, et un libraire va le faire, un libraire non seulement maçon, mais en plus officier du Grand Orient, comme il lui sera reproché dans une sorte de grand procès maçonnique qui lui sera fait, va faire imprimer ce texte et va lui donner le nom sous lequel nous le connaissons, le régulateur du maçon. Alors en général, on dit le régulateur du maçon de 1801. Mais là aussi, on est dans une histoire dont je ne donnerai pas les détails parce qu'elle intéresse plus les bibliophiles que l'histoire du rite français. C'est qu'en fait, c'est pas 1800. Il l'a imprimé plus tard, il l'a imprimé en 1803. Mais l'idée... Alors qu'en général, on cherche à mettre sur un livre la date la plus récente pour que les gens se disent c'est une nouveauté, je ne l'ai pas, j'ai acheté. Mais là, ce qu'il voulait dire, c'est comment ça vous offusque, mais ça fait 2 ans que c'est fait, etc. Et donc, ils ont imprimé avec cette fausse date. Et alors, le frère Brun, puisque tel est son nom, c'est le premier marchand de décors maçonnique. Alors, depuis, les marchands de décors ne se livreraient pas à des choses aussi horribles que de publier des rituels. Mais donc, le frère Brun va avoir tout un procès, et le Grand Orient va faire des circulaires pour dire que ces rituels, qui naturellement étaient avec exactement le même texte, étaient pervers, pas valides, etc., etc. Mais finalement, il va se fatiguer de ça, et quand il y aura une nouvelle édition en 1809, ça sera considéré comme quelque chose qui maintenant existe, et donc c'est l'origine de ce régulateur du maçon. Le texte est de 1785, le nom est du début du XIXe siècle, et ce régulateur de 1801 est de 1803. Alors voilà, en conclusion de ces premiers propos, et avant de répondre à vos questions, je voudrais dire plusieurs choses. La première, c'est que le rite français, il est d'abord le rite français, mais il va influencer beaucoup d'autres rites. Le rite écossais rectifié comprend beaucoup d'éléments qui viennent du rite français, la structure de la loge et tas de choses. Le rite écossais ancien accepté comprend beaucoup d'éléments qui viennent du rite français. Et alors, on n'est pas à la Grande Loge, donc là je peux le dire, mais qu'est-ce qui ressemble le plus au rite du rite écossais ancien accepté pratiqué aujourd'hui par la Grande Loge de France? C'est le régulateur du maçon.
parce qu'un certain nombre d'éléments venant de la tradition des anciens ont été éliminés par l'histoire, et ce qui est resté, c'est des choses dont les gens avaient l'habitude, et donc c'est le rite français et le régulateur du maçon. Et puis la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, bon, j'ai essayé de faire simple, on pourra rentrer dans le détail, dans le cadre des questions, mais l'histoire maçonnique, l'histoire en maçonnerie a un rôle important. C'est pas juste une discipline pour les gens qui s'intéressent à ça, c'est une sorte de devoir pour tous les maçons. Alors pas forcément d'être un érudit maçonnique, mais en tout cas de s'intéresser à l'histoire, parce que la maçonnerie, c'est une tradition, donc c'est une expérience humaine. Et pour connaître cette expérience humaine, l'initiation, c'est la transmission de cette expérience humaine, et pour la connaître, il n'y a pas 50 façons de faire, il y a de se pencher sur son histoire, de voir comment les hommes ont réagi face à ces éléments, et donc pour s'agréger cette tradition, il faut l'étudier. J'espère que je vous en ai donné envie. Merci Pierre pour cet exposé. Je vais laisser maintenant la parole à notre grand témoin, Gilles Bastier.